quelques instants notre conférencier. Recording is on. Alors, donc, pour ce qui concerne la suite, bien, je vais repasser dans quelques secondes la parole à Philippe, mais ce que je tenais à dire, c'est que malgré tout, rien ne remplacera nos conférences traditionnelles, dont je pense tout le monde souhaite le retour le plus rapidement possible, mais entre rien et quelque chose, nous avons aujourd'hui quelque chose de neuf. J'espère que peut-être d'autres seront tentés par l'aventure et se lanceront eux aussi dans ce nouveau type de contact entre nous. Et ce que nous souhaitons tout avant tout, c'est le rétablissement des conférences normales. Alors, en attendant, nous allons passer à cette conférence d'aujourd'hui qui va être donc consacrée à, on va dire, au père de l'anthropologie française, Jean-Henri Fabre, qui fut, il y a très longtemps, l'objet d'un film dont Pierre Freinet était la vedette. Voilà. Alors peut-être aurez-vous l'occasion justement de retrouver ce très vieux film. Moi j'ai un souvenir d'un film noir et blanc passablement trouvé. Enfin bon, peut-être le retrouverez-vous sur Internet. Et voilà le coup d'œil. En tout cas, Philippe, je te repasse la parole et donc merci encore une fois à toi pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci Christian. Donc je vous montre quand même de quoi il s'agit. En fait, à l'origine de cette conférence, il y a mon frère qui m'a offert ces 2 livres de Jean-Henri Fabre, les souvenirs entomologiques. Et je dois avouer que pendant quelques temps, bon, c'était il y a quelques années, et pendant quelques temps, ma foi, j'avais d'autres livres à lire, et c'est resté sur ma table de chevet jusqu'à ce que finalement je commence à me plonger dedans. Et je dois dire que j'ai été complètement saisi, j'ai été pris par ce que raconte Fabre. Ça m'a passionné, ça m'a enthousiasmé, ce qui a fait que j'ai fini par proposer à l'UTL, il y a peut-être, je commençais à avoir l'idée il y a 1 an et demi, proposer à l'UTL de faire une conférence. Alors je ne connais rien du tout, ni à Henri Fabre, ni aux insectes, mais j'avais envie de partager vraiment le très grand plaisir que j'ai pris à la lecture de ce livre. Et puis, bon, vous savez ce qui s'est passé. On a eu une petite crise sanitaire et finalement, la chose est restée en stand-by. Donc, cette conférence, elle a un caractère aussi expérimental puisque c'est la première fois qu'on fait ça. Moi, c'est la première fois que je fais une conférence en visio. On verra bien comment ça se passe, mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Alors, Jean-Henri Fabre, voilà une photo de lui prise plutôt vers la fin de sa vie. Déjà, le personnage est assez particulier. Voici quelques éléments de sa vie. Il a vécu longtemps, il a vécu vieux. Donc, il est né à Saint-Léon, dans l'Aveyron, en 1823, et au passage, bientôt, ça fera, mine de rien, ça fera 200 ans. 200 ans, le temps passe quand même. Donc, il naît dans une famille d'agriculteurs, enfin de personnes d'origine paysanne, bon, à peu près comme la grande majorité des gens de cette époque. Mais il va avoir une enfance pas très facile. Ses parents veulent essayer de s'en sortir, donc comme beaucoup de gens à l'époque, ils partent pour ouvrir un bistrot, alors pas dans les toutes premières années de la jeunesse de Fabre, mais assez vite, toute la famille va partir à Rodez, ils vont devenir cafetiers. Apparemment, ça ne se passe pas très bien parce que tous les ans ou tous les 2 ans, ils changent de ville, donc bon, je ne sais pas exactement pourquoi, mais on peut imaginer que de temps en temps, ils partaient à la cloche de bois. Donc la famille Fabre va aller donc à Rodez, à Aurillac, ensuite ce sera Toulouse, après ce sera Montpellier et ainsi de suite. Et donc le jeune Fabre, le jeune Jean-Henri, ne va pas aller à l'école finalement si souvent que cela. Il va changer d'endroit, il va changer d'environnement. Dans les toutes premières années de sa jeunesse, il est pris en charge par son parrain,
qui est aussi l'instituteur du village de Saint-Léon, qui va lui apprendre les rudiments de la lecture. Mais ensuite, assez souvent, il ne sera plus à l'école que de manière épisodique. Alors on retrouve notre gamin qui grandit et qui va apprendre beaucoup par lui-même. C'est un autodidacte et il va conserver cette espèce de soif de connaissance, le fait de s'intéresser un peu à tout et n'importe quoi. Il va garder ça vraiment toute sa vie, cette curiosité et cet amour de la connaissance. Donc on le retrouve à 14 ans, là il ne vit plus avec sa famille, il assure son quotidien, donc il est tantôt vendeur de citrons, tantôt manœuvre, il lui arrive souvent de dormir dehors, n'importe où, parce qu'il n'a pas de chez lui, donc c'est un peu un enfant SDF, mais il est quand même hors du commun dans la mesure où il a appris le latin et le grec. À l'âge de 19 ans, alors ça c'est aussi intéressant, donc il rentre à l'école normale, il arrive à passer le concours de l'école normale, bon je vous passe les détails, il rentre à l'école normale, donc il a à peine 18 ans, et puis il n'a qu'une envie, c'est de terminer ses études le plus vite possible, donc apparemment il se fait un peu mal voir parce qu'il veut aller trop vite, mais il obtient quand même la permission de passer le concours de sortie alors qu'il est dans sa 2e année. Et il se retrouve instituteur au bout de 2 ans d'école normale, puisqu'il réussit le concours de sortie. Alors c'est un instituteur un peu particulier, il aime la nature, il aime être dehors, et en termes de méthode pédagogique, eh bien, quand il a à faire par exemple de la géométrie avec ses élèves, il les emmène dans les champs avec une chaîne d'arpenteurs et ils vont faire de la géométrie sur place, dans la nature, dans les grands espaces. Jean-Henri Fabre se marie donc en 1844, il aura plusieurs enfants, il se remariera tout à fait sur le tard, après le décès de sa première femme. Alors, je disais qu'il a appris le latin et le grec, eh bien, il traduit Homère, alors il étudie aussi Virgile, etc. Il publie des poèmes pendant qu'il est notamment à l'école normale. Et puis, en termes de diplôme, il ne s'arrête pas là. En 1846, il passe une licence de mathématiques, une licence de physique en 1848. Il se retrouve du coup professeur de physique à Ajaccio. Ensuite, il passe son doctorat de sciences naturelles en 1855 et il revient à Avignon comme professeur en 1856. Alors malgré ce parcours universitaire somme toute assez brillant, Fabre ne sera jamais un homme du système, il sera toujours assez mal vu par son côté autodidacte, par cette espèce d'amour qu'il a pour la nature plus que pour les livres, et ça va le poursuivre toute sa vie. Il aura des attaques, il aura des ennemis de la part du système académique pendant toute sa vie et même après sa mort. Alors c'est aussi quelqu'un qui est profondément attaché à la diffusion de la connaissance. Il fait la connaissance de Victor Duruy, qui devient ministre de l'Éducation, et Duruy veut démocratiser l'enseignement. Ça enthousiasme Fabre, qui se met à faire des conférences, des cours du soir, à destination en particulier des enfants de paysans. Il considère qu'ils ont tout à fait droit à un accès à la culture, et il considère également que cet accès est valable pour les garçons comme pour les filles. Alors quelques années plus tard, le vent politique tourne, Victor Duruy et le gouvernement auquel il appartenait tombent, il y a une réaction assez forte qui se met en place,
Fabre donc est pris à partie. Il a par exemple osé faire des conférences sur la reproduction des fleurs alors qu'il y avait des jeunes filles dans la salle. Donc ça va aller tellement loin qu'il finit par démissionner de l'Éducation nationale en 1870. Et pour lui et sa famille, c'est très grave puisqu'il se retrouve sans ressources. Heureusement, déjà à cette époque, il est écrivain assez connu, il vend des livres et il va vivre de ses publications, mais la vie est très dure. Il va se retrouver dans la misère, vraiment dans le dénuement le plus complet. Heureusement, il a d'excellents amis, il est soutenu par un certain nombre de gens. Par exemple, l'économiste anglais John Stuart Mill, avec lequel il est en relation, lui fera un prêt sans aucune garantie, sans aucune condition, qui aidera Fabre à passer certaines étapes difficiles. Un certain nombre de personnes, d'ailleurs, vont s'émouvoir publiquement de l'état dans lequel il se retrouve, compte tenu de la relative célébrité qu'il a déjà. Fabre est par exemple en relation avec, j'ai un trou, voilà, l'auteur de la théorie de l'évolution, Charles Darwin. Il est en relation avec Darwin, ils sont très bons amis, ils s'écrivent souvent. Fabre est quelqu'un qui est connu et reconnu par beaucoup de gens, mais il a aussi, comme je l'ai dit précédemment, un certain nombre d'ennemis ou de gens qui ne souhaitent pas le voir trop au soleil. Il finit par s'installer à Sérignan, un endroit qui s'appelle l'Armas, près d'Orange. Et là, pour lui, ça va être un peu un havre de paix, un peu une deuxième vie, parce qu'il va se retrouver dans une maison qui n'est plus en ville, mais au milieu d'un grand parc, à la campagne. Et pour lui, qui est un homme qui passe sa vie dans la nature, à regarder tout le temps à droite, à gauche, il est tout de suite, il passe la porte et il est dans son terrain de prédilection. Et donc, il va vivre le restant de ses jours à Sérignan, avec sa famille. Son père, lors de ses dernières années, viendra aussi à Sérignan. En termes de publication, Fabre est un homme assez prolifique. Donc, simplement pour vous citer les domaines dans lesquels il a travaillé et publié des choses, il y a la botanique, la chimie. Il a par exemple mis au point un procédé pour extraire le colorant de la garance, si je me rappelle bien. Il a travaillé en mycologie, notamment il s'est intéressé à la reproduction des truffes, qui est un sujet économiquement très important dès cette époque-là, bien sûr. Et il s'intéresse aussi, bien sûr, ce pourquoi il est le plus connu, à l'entomologie, c'est-à-dire à l'étude des insectes. Alors Fabre est un des tout premiers éthologues. Bon, on ne disait pas ça à l'époque, ce terme n'existait pas. Les éthologues, ce sont les gens qui s'intéressent à la vie des animaux dans leur milieu naturel. Alors, je vous cite un petit passage de ses mémoires. Il dit, voilà, on prend un insecte, on le transperce d'une longue épingle, on le fixe dans la boîte à fond de liège, on lui met sous les pattes une étiquette avec un nom latin, et tout est dit sur son compte. Eh bien non, je ne connaîtrai réellement la bête que lorsque je saurai sa manière de vivre, ses instincts, ses mœurs. Et en cela, Fabre est vraiment un précurseur. Le 19e siècle, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un siècle, notamment sur le plan scientifique, qui est très mécanique, très analytique. Quand on étudie en entomologie un insecte à cette époque-là, eh bien, on va le débiter en pièces détachées. On va décrire la forme de chaque
aile, de chaque morceau d'aile, de chaque élytre, de chaque patte, etc. Et une fois qu'on a déconstruit l'animal, on considère qu'on le connaît complètement. C'est-à-dire que l'animal n'est que un assemblage de parties, un assemblage de pièces détachées. Et Fabre s'oppose fortement à cette vision. Pour lui, il y a tout à fait autre chose. Et on connaîtra au XXe siècle une forme de révolution dans la manière de regarder les choses avec ce qu'on a appelé la révolution, l'approche systémique, hein, qui dit que justement, un animal est bien autre chose que la simple juxtaposition de ces pièces détachées. Alors la première chose qui m'a frappé en lisant les souvenirs de Fabre, c'est le style. C'est vraiment un régal. Il a une façon de raconter les choses. Alors il est à la fois un observateur incroyablement acéré, attentif de la nature et des êtres qui y vivent, mais il y a aussi de l'humour, il a un style très vivant, très précis, parce qu'il décrit comment il s'y prend pour mener ses expériences et ses observations, mais il y a une espèce de faconde aussi qui rend le texte très plaisant à lire. Alors voici un exemple, hein, je vais vous lire deux petits extraits à propos du scarabée sacré. Alors, il y a plusieurs sortes de scarabées, bien sûr, dont parle Fabre dans le livre. Voici quelques dessins tirés du livre. Hein. Ce sont des dessins réalisés par Fabre lui-même, hein, avec différentes sortes de scarabées. Alors, vous savez que le scarabée fait partie des... Alors, en termes de classification, je ne sais plus trop, mais en tout cas, on parle de bousier, hein, puisqu'il façonne une boule à partir du crottin. Lorsque du crottin devient disponible dans la nature, les scarabées accourent vers ce trésor et chaque scarabée va façonner une boule. Fabre appelle ça souvent une pilule. Et il est déjà étonné par le fait que, sans compas, le scarabée arrive à façonner un objet exactement sphérique, parfaitement sphérique. Alors une fois que le scarabée a façonné sa boule, eh bien, il va la pousser, il va la faire rouler pour l'emmener dans un endroit qui lui paraît propice. Et là, il l'enterrera et il s'enterrera avec pour la déguster tout à loisir. Donc voilà un petit passage où Fabre nous parle du scarabée en train de pousser sa pilule. Et hardi, ça va, ça roule. On arrivera, non sans encombre cependant. Voici un premier pas difficile. Le bousier s'achemine en travers d'un talus, et la lourde masse tend à suivre la pente. Mais l'insecte, pour des motifs à lui connus, préfère croiser cette voie naturelle. Projet audacieux, dont l'insuccès dépend d'un faux pas, d'un grain de sable troublant l'équilibre. Ah, le faux pas est fait. La boule roule au fond de la vallée. L'insecte, culbuté par l'élan de la charge, gigote, se remet sur ses jambes et accourt s'atteler. La mécanique fonctionne de plus belle. Mais prends donc garde, étourdi. Suis le creux du vallon, tu t'épargneras peine et mésaventures. Le chemin y est bon, tout uni. Ta pilule y roulera sans effort. Eh bien non. L'insecte se propose de remonter le talus qui lui a été fatal. Peut-être lui convient-il de regagner les hauteurs. Alors la phrase suivante, écoutez ce que dit Fabre, parce que c'est très loin de l'espèce de suffisance pseudo-scientifique qu'on entend parfois, enfin qu'on entendait au XIXe siècle, mais qu'on entend aussi souvent de nos jours. Fabre dit à propos du fait que le scarabée a un comportement qu'il ne comprend pas: à cela, je n'ai rien à dire. L'opinion du scarabée est plus clairvoyante que la mienne sur l'opportunité de se tenir en haut lieu. Donc Fabre, toujours, respecte les animaux, respecte leur mode de vie et cherche à comprendre
pourquoi il se comporte ainsi. Il ne dit jamais que l'animal est stupide. Prends au moins ce sentier qui par une pente douce te conduira là-haut. Pas du tout. S'il se trouve à proximité quelques talus bien raides, impossibles à remonter, c'est celui-là que l'entêté préfère. Alors commence le travail de Sisyphe. Alors dans ces observations, Fabre remarque, comme c'était déjà connu à l'époque, qu'on trouve souvent deux bousiers en train de pousser la même boule. Alors à cela, il y a une explication officielle qui est avancée à l'époque en entomologie. On dit que les scarabées s'entraident. Alors Fabre, comme toujours, très pragmatique, se dit, eh bien, pourquoi pas? Peut-être que c'est là l'explication, mais encore faudrait-il tester cette hypothèse. Eh bien, on va voir si vraiment les scarabées s'entraident. Alors, comment fait-il? Il repère un bousier en train de pousser sa pilule, et avec une épingle, il fiche la boule, il l'immobilise dans la terre. Il nous explique même qu'il faut bien faire attention à ce que l'extrémité de l'épingle ne dépasse pas de la boule, sinon le scarabée s'en apercevra et ça le perturbera, donc il faut bien masquer l'extrémité de l'épingle. Et maintenant que la boule ne peut plus rouler, que va faire le bousier? Donc il l'observe, qui tire, qui pousse, qui inspecte la boule par-dessus, par-dessous, etc. Mais jamais, jamais, au grand jamais, Fabre ne voit le bousier partir chercher de l'aide. Lorsque le bousier s'en va, il ne revient pas, il va faire une autre boule. Et donc Fabre est obligé de conclure que, eh bien non, malgré ce qu'on nous dit, les bousiers ne s'entraident pas. Alors pourquoi est-ce que les bousiers poussent à plusieurs les boules de crottin? Voici une petite citation de Fabre. « Vainement, je me demande quel est le Proudhon qui a fait passer dans les mœurs du scarabée l'audacieux paradoxe, la propriété, c'est le vol. Quel est le diplomate qui a mis en honneur chez les bousiers la sauvage proposition, la force prime le droit. Les données me manquent pour remonter aux causes de ces spoliations passées en habitude, de cet abus de la force pour la conquête d'un crottin. Tout ce que je peux affirmer, c'est que le larcin est parmi les scarabées d'un usage général. Ces rouleurs de bouse se pillent entre eux avec un sans-gêne dont je ne connais pas d'autre exemple aussi effrontément caractérisé. Je laisse aux observateurs futurs le soin d'élucider ce curieux problème de la psychologie des bêtes, et je reviens aux deux associés roulant de concert leurs pilules. En effet, les scarabées qui poussent les boules de crottin à plusieurs le font dans l'espoir de subtiliser la boule de crottin à leurs congénères. C'est ce qu'il observe très souvent et qu'il décrit. Donc voilà pour les scarabées. Alors un peu plus tard, eh bien, notre Fabre va s'intéresser à une sorte de guêpe qui s'appelle le cercéris. Le cercéris qu'il appelle bupresticide. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, le cercéris est donc un insecte qui nourrit sa larve avec un autre insecte qui s'appelle les buprestes. Le principe, c'est que le cercéris donc va chasser un bupreste, va l'apporter dans un nid qu'il a préparé et ensuite déposer sur la bestiole sa larve qui va se nourrir de la proie et grossir jusqu'à se transformer en nymphe. Alors bien entendu, le bupreste n'a aucune raison de se laisser faire à ce genre d'opération. Et lorsque Fabre découvre cette façon de faire, il le fait en lisant un livre d'un entomologiste célèbre à l'époque, qui s'appelle Dufour. Dufour suppose
que le bupreste est tué par la mère Cercéris et que son corps va se conserver tout le temps nécessaire à la dévoration, va être conservé grâce à une liqueur conservatrice qui est injectée par la mère dans le corps du bupreste. En effet, le jeune Cercéris, enfin la larve de Cercéris, va mettre plusieurs semaines à dévorer sa proie, et donc pendant plusieurs semaines, il faut que la proie reste fraîche et consommable. Fabre sait très bien que lorsqu'un insecte meurt, en quelques heures, au maximum quelques jours, il est en proie à la putréfaction et il n'est plus consommable par personne. Alors voici une image d'un bupreste en verre, avec le Cercéris qui est sur son dos et qui s'apprête à lui faire son affaire. Alors à la lecture de Dufour, Fabre se pose quelques questions. La première, c'est mais cette liqueur conservatrice a des propriétés absolument miraculeuses, d'après ce que décrit Dufour. Quand on voit la qualité de nos misérables méthodes de conservation pour nos aliments, eh bien, si on arrive à percer le secret de cette liqueur conservatrice, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire par rapport à nos aliments, par rapport à la conservation de nos aliments. Donc ça, c'est la première motivation de Fabre. Et puis, il se pose quand même une deuxième question, c'est une question de principe. Les buprestes, c'est une famille qui a été définie par les entomologistes. Or, comment se fait-il que le Cercéris, qui n'a pas fait d'études à la faculté, comment se fait-il que cet animal est-il capable de reconnaître les buprestes, qui sont pourtant d'aspect et de taille assez différents les uns des autres? Alors voici quelques exemples de buprestes. Donc d'abord, des dessins de Fabre. Donc, comme vous voyez, il y a des tailles, il y a des aspects, des formes relativement différents. Et en termes de couleurs, là, ça saute franchement aux yeux. Et donc, Fabre se demande, mais comment fait-il ce Cercéris pour ne s'attaquer qu'à ces animaux-là? Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour étudier la question, eh bien, il va se lancer dans des expériences, dans des explorations, et il va commencer par repérer des nids de Cercéris et piller le contenu, donc ramasser tous les restes qu'il va retrouver, et ensuite les passer à la loupe au microscope, comparer ça avec... donc là, il va récupérer des pièces détachées non consommées de l'animal, et il va comparer ça avec les livres dont il dispose pour identifier si dans les Cercéris, on ne trouve effectivement que des restes de bupreste. Et c'est bien le cas. Donc là, il va passer à autre chose. Alors, il va rentrer en interaction avec les animaux. Et donc, lors de ses balades dans la nature, Fabre va repérer un Cercéris, et il va être à l'affût, et à un moment donné, toc, il trouve un Cercéris qui est en train de porter sous lui le bupreste qu'il a pris. Et donc, Fabre va rentrer en combat singulier avec le Cercéris, une fois que ce dernier est à terre devant son nid, et il va lui disputer sa proie, il va lui subtiliser le malheureux bupreste pour le récupérer. Et comme il n'est pas bête, monsieur Fabre, une fois qu'il a vaincu en combat singulier le Cercéris, eh bien, il va attendre que ce dernier reparte à la chasse, et puis 10 minutes, un quart d'heure plus tard, le Cercéris revient avec un nouveau bupreste, parce que lui, le Cercéris, il veut absolument mettre un bupreste dans son nid. Et là, Fabre, à nouveau, entre en combat singulier avec le Cercéris et lui subtilise à nouveau sa proie. Et de cette manière, il va pouvoir se procurer un certain nombre de proies fraîches qu'il va pouvoir soumettre à l'analyse.
Alors il va les examiner de manière très attentive, avec le microscope, avec la loupe, en disséquant certains. Il va même faire des expériences électriques, en faisant passer du courant dans les muscles. Et il va également étudier leur conservation et il s'aperçoit avec une certaine stupéfaction que le buprest reste en parfait état de conservation pendant plus d'1 mois. Et plus il avance dans ses investigations, plus il se dit que l'hypothèse de Dufour ne tient pas, parce qu'il n'arrive à trouver aucune différence entre un animal vivant et ce qu'il observe. Et donc il finit par abandonner l'hypothèse de Dufour et à penser à une autre hypothèse, c'est que les buprestes ne sont pas du tout tués et mis en conservation, mais ils sont vivants, et s'ils ne bougent pas, c'est simplement qu'ils sont paralysés. Alors maintenant qu'il a formulé cette nouvelle hypothèse, eh bien, il va falloir se mettre au travail pour essayer de la valider. Donc, notre bonhomme Fabre repart dans la nature. Alors cette fois-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut s'imaginer qu'il faut trouver un cercéris avec son nid à côté, qui est en train d'atterrir avec son buprest sous le ventre, mais il faut avoir aussi, le matin, avoir été à la pêche au buprest, parce que ce que va faire Fabre, c'est subtiliser la proie, encore une fois du cercéris, mais lui proposer un buprest en parfait état, de manière à inciter le cercéris à traiter le buprest et à voir comment le cercéris s'y prend en détail pour paralyser sa proie. Donc ça va conduire Fabre à la fois à préparer ce genre d'expérience et puis à être aux aguets. Bon, j'imagine que certains jours, il a été à la pêche au buprest et puis il ne croise aucun cercéris, ou il en voit mais trop loin, il ne voit pas les nids. Et donc, faut imaginer notre bonhomme se baladant dans la nature avec en tête des dizaines d'expériences à la fois. Certaines, il va mettre des semaines, des mois, parfois des années avant de trouver l'occasion, de trouver la rencontre qui va lui permettre de faire l'expérience. Mais il est patient, il prépare tout ça, donc il devait avoir dans les poches plein de bestioles en permanence quand il se promenait, plein de choses, plein d'objets, au cas où il ferait la bonne rencontre. Donc là, dans cette histoire, Fabre présente au cercéris des buprestes vivants, et puis dès que le cercéris se met à l'œuvre, voici notre Fabre à genoux dans l'herbe avec sa loupe, en train de regarder en détail comment le cercéris s'y prend, et il observe qu'effectivement le cercéris étend son abdomen sous le ventre du buprest et vient le piquer, toujours au même endroit, un endroit très, très, très particulier, au milieu des articulations des pattes. Donc il répète l'opération de nombreuses fois, et une fois qu'il a bien compris comment fait le cercéris, maintenant il va falloir passer à une autre étape pour valider tout ça. Il va falloir que lui-même apprenne à faire comme le cercéris, qu'il arrive à reproduire l'expérience. Donc il va utiliser, après avoir réfléchi, essayé diverses choses, il va paralyser des buprestes en utilisant une plume sergent-major, une petite plume sergent-major, et un peu d'acide prussique. Et assez rapidement, il arrive à mettre les buprestes dans cet état de vie paralysée. Donc ça valide tout à fait son hypothèse de départ. La dernière étape, eh bien, il va s'informer sur le système nerveux des buprestes, et il va trouver qu'effectivement, comme il commençait à le pressentir, le système nerveux est constitué notamment de ganglions qui contrôlent les principaux organes moteurs.
Et chez le bupreste, les ganglions sont très rapprochés les uns des autres, ils sont tous regroupés autour d'un même endroit, et c'est pourquoi le cerceris peut paralyser le bupreste avec une seule piqûre. Alors maintenant qu'il en est à ce stade, eh bien, lorsqu'il va avoir besoin, par exemple, de cultiver, enfin d'élever des larves de cerceris, Fabre n'a même plus besoin d'aller faire des combats singuliers avec des cerceris mères. Il lui suffit de se procurer des buprestes, de les paralyser, de les mettre à disposition des larves. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver avec ce genre de pratique, avec des dizaines et des dizaines d'expériences en même temps dans son laboratoire de sa maison, hein, dans son bureau, avec de ce qu'il appelle des nurseries ou des volières où il élève des tas d'insectes pour voir comment ils se développent, comment ils fonctionnent, etc. Alors ici un autre exemple. Une fois qu'il a compris cette histoire d'insectes paralysés, donc il était complètement à la fois novateur et puis hérétique en quelque sorte hein, sur cette question, il va s'intéresser à un autre insecte qui est le sphex. Alors le sphex, à la différence du cerceris, nourrit ses larves avec des grillons. Alors ça change pas mal les choses, d'une part parce que le grillon est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd que le sphex. Donc le sphex est totalement incapable de voler avec sa proie en dessous de lui. Donc le sphex va construire son nid à côté du grillon qu'il a attrapé, qu'il a paralysé. Et le sphex peut simplement tirer péniblement le grillon au sol en tirant sur ses antennes. Donc ça change pas mal la manière de capturer de l'animal. Une autre différence importante, c'est que la peau du grillon n'est pas cuirassée, donc le sphex peut piquer où il veut. Et puis également, là-dessus, Fabre se renseigne, et les centres moteurs du grillon sont très espacés. Donc à partir de ces éléments, et compte tenu de ce qu'il a déjà découvert, Fabre fait une prédiction, avant de refaire les expériences avec le sphex, il fait la prédiction que probablement le sphex va faire ses piqûres en plusieurs endroits, et c'est effectivement ce qu'il observe, hein, il appellera la chose les 3 coups de poignard du sphex, et il observe qu'effectivement le sphex pique plusieurs fois pour obtenir la paralysie. Donc une fois qu'il en est à ce stade-là, il dispose par rapport à ce mode de reproduction, hein, où la mère paralyse la proie, place la larve sur la proie paralysée et puis laisse ça dans un nid, et ensuite la larve va se débrouiller. Donc il s'aperçoit que ce mode de reproduction est très répandu finalement hein, dans la nature, mais il s'aperçoit également que ce mode de reproduction est extrêmement périlleux. Si la mère paralyse mal la proie, la proie va se défendre, soit en attaquant carrément la larve qui essaye de la dévorer, soit simplement en bougeant un petit peu pour la faire tomber au sol. Mais il n'y a pas que ça. La larve du sphex, par exemple, dévore sa proie en 15 jours. Et Fabre observe que, au fur et à mesure que la larve dévore donc le grillon, la proie se vide, se ratatine, mais elle reste fraîche, elle reste vivante jusqu'à la fin. C'est-à-dire que il y a à la fois un art pour la mère de paralyser la victime, mais il y a aussi un art pour la larve de dévorer sa proie. Alors Fabre se livre à des tas d'expériences où il va par exemple essayer de perturber la larve dans sa dévoration,
Il va aussi, par exemple, remplacer une larve de sphex par une larve de scolie, et le résultat ne se fait pas attendre. La scolie a pour habitude de dévorer autre chose que des grillons, et au bout de 4 jours, la proie et la larve sont tous les deux morts, puisque la scolie a mangé la proie n'importe comment. À partir de là, Fabre constate que, là j'emploie ces mots, hein, chaque larve possède un art spécial de manger son gibier favori, et Fabre va se poser la question, mais comment cet art si particulier, comment la larve le possède-t-elle? Comment la mère possède-t-elle son art de paralyser? Et par rapport à ça, il est en discussion intense avec Charles Darwin. Et il interroge Darwin en lui disant que ce qu'il constate, lui paraît incompatible avec une théorie de l'évolution dans laquelle les caractères d'une espèce évoluent progressivement, pas à pas, un peu au hasard, jusqu'à arriver à quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et Fabre dit à Darwin, mais si les sphex, pendant quelques centaines ou milliers de générations, avaient mal paralysé leur proie, ou si les larves avaient mal dévoré les proies en question, eh bien, on aurait dû sacrifier d'abord quelques centaines ou milliers de générations avant que ça fonctionne. C'est pas possible, donc l'espèce aurait complètement disparu. Alors d'ailleurs, si vous avez des réponses à ce genre de questions, je suis preneur. J'ai cherché un peu. Pour ma part, j'ai rien trouvé. Apparemment, ce n'est plus considéré comme un problème pour la théorie de l'évolution de Darwin, mais je ne sais pas comment on a résolu cette objection. En tout cas, Darwin entend tout à fait la position de Fabre, mais il ne sait que répondre à l'époque, et Darwin va mourir assez tôt dans la vie de Fabre, et Fabre en sera très, très désolé, parce que c'était un scientifique pour lequel il avait énormément d'estime, et beaucoup d'ailleurs il correspondait très régulièrement avec. Bon, on va passer à tout à fait autre chose. Alors, Fabre s'intéresse par exemple également aux osmies dans la ronce. Les osmies, ce sont des petites abeilles, des abeilles solitaires, qui vont utiliser les ronces pour loger leur nid. Donc voici une photo de, voilà, vous voyez le genre de choses. Donc tout ce qui est un peu un tube creux va pouvoir servir aux osmies, et les ronces sont parfaitement adaptées à cela. L'autre jour, j'ai vu que sur une prise de terre que j'avais sur une machine qui était restée dehors, il y avait sûrement à l'automne peut-être une osmie, en tout cas un insecte qui a bien obturé l'orifice de la prise de terre. Bon, je suis à peu près sûr qu'au fond de ma prise de terre, il y avait une larve avec de la nourriture. Alors comment fait l'osmie? Eh bien, un tube, une ronce, ça fait un beau cylindre avec qui est rempli d'une espèce de moelle blanchâtre, qui est très facile à enlever. Donc une fois que c'est nettoyé, l'osmie va pouvoir faire des cellules, et pour cela, elle remplit avec un mélange de miel et de pollen, et elle vient pondre sa larve dessus. Il ne reste plus qu'à obturer la cellule et à recommencer, et c'est comme ça qu'on remplit entièrement le tube. Donc une fois qu'on a fait ça, les larves vont se développer, vont devenir des nymphes dans leur cocon. Elles vont tisser leur cocon, et au sein du cocon, l'insecte va devenir une nymphe. Et puis, lorsqu'il sera au bout de ces changements, l'insecte va devenir ce que Fabre appelle un insecte parfait, donc un insecte adulte. Alors la question c'est, au fait, comment se passe la sortie? Parce que dans un tube comme ça, il n'y a qu'une seule sortie. Or, si un animal
traverse une cellule sans faire attention à ses congénères, il va tuer tout le monde. Donc, comment se passe la sortie? Officiellement, à l'époque, les entomologistes disent que la nature est bien faite et que le premier à éclore, c'est l'insecte qui se trouve le plus près de la sortie. Bon, ce qui paraît un peu étrange à Fabre, dans la mesure où celui qui est le plus près de la sortie, c'est celui qui a été pondu en dernier, c'est le plus jeune. Alors, comme d'habitude, eh bien, Fabre va aller voir. Il va monter des expériences pour voir ce qu'il en est vraiment. Donc, il va aller à la pêche aux larves d'osmie, il va récupérer des ronces, il va ouvrir les bâtons, il va se procurer des tubes de verre, transvaser tout ça en créant des obturations entre les cellules de sa fabrication, ce qui va lui permettre d'avoir à l'intérieur du tube en verre la possibilité d'observer ce qui se passe, et pour que les insectes ne soient pas dérangés par la lumière, il emballe tout ça dans du gros papier, et il va pouvoir donc suivre. Alors il faut là aussi s'imaginer ce que c'est que cette entreprise, parce que si je me rappelle bien, pour les osmies, le temps de la durée de vie de la nymphe, le temps pendant lequel la nymphe va être dans sa chrysalide, je crois que me rappeler que c'est 9 mois. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut s'organiser, programmer, noter les dates, aller surveiller de temps en temps. Enfin, c'est un travail colossal de manipulation, d'attention que Fabre mène. Alors, résultat de ce qu'il observe, c'est quoi? Eh bien, lorsqu'elle a éclos, alors d'abord, il observe que c'est complètement faux l'histoire selon laquelle les animaux éclosent dans le bon ordre. Non, ils éclosent n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Et donc, la question suivante, c'est comment va se comporter l'osmie lorsque la cellule suivante, la cellule qu'elle voudrait traverser pour sortir, est encore occupée. Eh bien, l'abeille va attendre que sa consoeur ait éclos à son tour. Ça veut dire que il y a une règle chez les osmies que constate Fabre, c'est qu'on ne tue pas ses consoeurs. Et si la nymphe qui barre la route met trop de temps à éclore, éventuellement, l'osmie qui est née avant, qui est née trop tôt, va aller jusqu'à se laisser mourir, parce que chez les osmies, on ne tue pas son prochain. Alors quand ça se passe bien, eh bien, avant d'être mortes, les deux bestioles vont pouvoir sortir dans le vaste monde. Alors Fabre observe également qu'il y a un cas de figure particulier, c'est si la nymphe est morte. Si la nouvelle osmie déboule dans une cellule où la nymphe n'a pas survécu pour une raison quelconque, à ce moment-là, pas d'hésitation. Alors d'abord, ça veut dire que l'osmie sait que sa sœur est morte, et puis elle va la traverser sans problème. Fabre va tenter aussi des expériences originales. Il va mélanger plusieurs espèces d'abeilles dans le même tube pour voir ce qui se passe. Et il observe que là, quand une osmie rencontre un cocon d'une autre espèce, pas de pitié, là, on traverse. Alors, il a beaucoup travaillé aussi sur l'orientation des animaux. Et évidemment, ici, il se pose la question, mais comment se fait-il que les osmies savent qu'il faut aller vers le haut? Alors, c'est peut-être grâce à la gravitation. Le fait qu'elles sont capables de distinguer le haut du bas, parce que quand on lâche quelque chose, serait une petite poussière, elle tombe et ça nous renseigne sur la direction vers laquelle se trouve le bas. Donc Fabre va faire des expériences en plaçant des osmies, des larves d'osmies, dans un tube horizontal pour voir comment elles se débrouillent. Et là, sa grande surprise, alors il va répéter de nombreuses fois l'expérience et jamais, au grand jamais, il ne voit
une osmie prendre le chemin le plus long pour sortir. Les osmies sortent toujours par le chemin le plus court. Alors, il ne trouve pas d'explication, il ne sait pas comment ça se fait, mais il ne peut que constater ce qu'il observe, cette capacité extraordinaire de l'animal à se sortir d'une situation, alors que dans la nature, il n'a pas à le faire. Ce genre de situation, Fabre va souvent en signaler. Il fait des expériences assez étonnantes, par exemple, où il va tenter de nourrir des insectes avec des nourritures qui n'ont aucune chance de rencontrer dans la nature, par exemple en les nourrissant avec des plantes ou des animaux qui viennent d'autres continents et qui n'existent pas sur le nôtre. Et il va souvent observer que les animaux ont une espèce de capacité à savoir ce qui est bon pour eux, à capacité à savoir ce qui est capable de satisfaire ou pas leurs besoins, ou ce qui au contraire va leur poser problème. Donc une espèce d'intelligence remarquable à s'adapter à des situations inconnues. En matière d'orientation, alors il va s'intéresser par exemple aux chalicodomes. Les chalicodomes, c'est une abeille qui construit des espèces de forteresses. Alors c'est pas du tout de la terre battue, elle utilise de la terre, mais en même temps elle la pétrit, elle fait une espèce de mortier qui devient très solide. Et le chalicodome construit des structures absolument énormes par rapport à sa taille pour y loger ses larves. Donc Fabre va tenter des expériences pour mettre à l'épreuve la capacité des chalicodomes de retrouver leur nid. Alors d'ailleurs, Darwin va l'aider dans ses expériences en lui donnant des idées. Donc on prend d'abord des chalicodomes près de leur nid, et puis ensuite on va les éloigner, et ça c'est une suggestion de Darwin, on va essayer de les désorienter au maximum. Donc Fabre construit une espèce de fronde à chalicodomes dans laquelle il va faire tourner l'animal plusieurs fois dans tous les sens pour essayer de le désorienter. Donc il répète la manœuvre plusieurs fois jusqu'à arriver à la bonne distance. Alors arrivé là, une fois qu'on a à nouveau bien désorienté l'animal, opération très délicate, il va falloir le marquer parce qu'il y a un observateur qui est près du nid. Il va falloir que cet observateur reconnaisse les chalicodomes qui reviennent de loin, donc avec cette marque spéciale. Alors il faut à la fois que la marque arrive à tenir suffisamment longtemps pendant tout le voyage que va faire l'animal. En même temps, il ne faut pas que cette marque le perturbe trop, donc c'est pas évident. Bon, Fabre arrive à mettre au point des solutions. Et puis ensuite, eh bien, il va lâcher les chalicodomes, et l'observateur, c'est souvent sa fille, une de ses filles, va rester près du nid et pointer les animaux qu'elle voit arriver. Et donc, Fabre va ainsi constater qu'un chalicodome retrouve son nid sans problème, même à plusieurs kilomètres de distance. Alors, il va faire ce genre d'expérience avec d'autres espèces, et il va même, par exemple, lâcher des insectes en plein milieu d'une ville, pour être sûr que ce n'est pas parce qu'ils connaissent le paysage qu'ils arrivent à s'orienter. Il va les lâcher dans des endroits où le paysage est complètement inconnu. Et quand il lâche les insectes, il les voit qui partent tout droit en direction du nid, bien qu'ils ne connaissent pas le paysage dans lequel ils sont, donc c'est autrement qu'ils s'orientent. Alors Fabre va aussi rencontrer des situations où, à l'inverse de tout ce que j'ai raconté, l'instinct des animaux paraît complètement aberrant. Et ça va lui poser beaucoup de questions. Il va beaucoup investiguer ce sujet aussi. D'une certaine manière, ça a l'air de le désoler quand il est là-dessus, mais il va faire beaucoup d'expériences et des fois, il va même faire des coups pendables à ces malheureux animaux. Alors, voici un premier exemple. Donc, le chalicodome dont on vient de parler, donc construit son nid en dur. Ensuite,
une fois que le nid est construit, en général, une fois qu'il a fini son nid, qu'il a bien tout étanché, que tout est parfait, il va le nettoyer parce qu'il y a souvent des débris, des brindilles, des tas de déchets, et donc il nettoie très consciencieusement son nid. L'étape suivante consiste à remplir le nid avec un mélange de miel et de pollen, donc il va aller chercher dans la nature. Ensuite, il pond sa larve là-dessus, et il ne reste plus ensuite qu'à obturer consciencieusement, et ensuite ce sera à la larve de jouer. Alors une première expérience que fait Fabre, une fois que l'animal a commencé à tout mettre en place, Fabre met dans le nid un débris. Alors, il a fait l'expérience que lorsqu'il place ce débris avant que le nid soit fini d'édifier, donc avant la phase de nettoyage, le chalicodome voit tout de suite le débris et l'enlève. Donc, il a tout à fait la force physique, la capacité d'enlever le débris. Mais voilà que, lorsque Fabre place le débris au moment de la nidification, eh bien, le chalicodome, comme si de rien n'était, obture le nid, et éventuellement, il y a un morceau de bois, là, un bout de brindille qui dépasse du couvercle, parce que le chalicodome a bâti l'obturation autour de la paille ou du bout de bois. C'est comme si l'animal suivait une espèce de programme et que lorsque les choses ne sont pas à la bonne étape, il y est aveugle. Alors Fab va travailler ça avec le chalicodome, il va faire plusieurs expériences. Par exemple, une fois que l'animal a commencé à remplir le nid avec du miel, eh bien, il va percer un trou latéral de manière à créer une fuite, ce qui fait que le nid non seulement ne se remplit pas, mais il a même tendance à se vider assez rapidement. Eh bien, qu'à cela ne tienne, lorsqu'il aura, donc le chalicodome va ramener du miel, et puis peut-être lorsqu'il a la sensation d'en avoir suffisamment fait, eh bien le chalicodome pond sa larve, alors qu'il n'y a quasiment rien comme nourriture dans le nid, et il obture le tout. Alors Fabre, ça le choque d'une certaine manière, ça le perturbe, et donc il va grossir le trou latéral jusqu'à faire une espèce d'ouverture béante dans laquelle des fois il voit le chalicodome qui, avant d'obturer, avant de pondre, inspecte ça, rentre dans le nid par ce trou latéral, rentre tout son corps là-dedans, regarde, etc. Mais comme il n'est plus en phase de construction du nid, il n'a plus ce réflexe de boucher le trou qu'il avait au départ. Si on fait ça lors de la première phase, lors de la phase de construction du nid, tout de suite le chalicodome repère le trou et le bouche. Eh bien là non. Même avec un trou béant, il continue son procédé. Alors Fabre va voir beaucoup d'autres exemples qu'il va provoquer ou qu'il va observer. Donc il va voir par exemple un sphex qui clôt son nid alors qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus ni grillon, ni larve, ni rien du tout. Il n'y a plus rien. Alors le sphex rentre dans le nid, voit, peut-être qu'il ne le voit pas, en tout cas, il rentre dans le nid, il a l'air de tourner, il a l'air de regarder, il n'y a plus rien dedans, mais ça ne l'empêche pas de clore son nid, bien qu'il soit vide. Une autre expérience, alors la cruelle, assez désolante. Donc le chalicodome, lorsqu'il est adulte, va ronger l'opercule qui se trouve en haut du nid, et là il se retrouve dehors. Et donc Fabre mène une expérience, il pose un petit cône en papier, donc qui est très facile à ronger pour ce genre d'animal. Il pose cela par-dessus l'opercule. Mais le jeune chalicodome
apparemment ne songe pas du tout à ronger cet obstacle, et donc il finit par mourir, enfermé par une feuille de papier. C'est comme si le chalicodome avait en lui une règle qui lui dit « tu ne dois ronger un obstacle qu'une seule fois dans ta vie ». Alors un dernier exemple. Donc les pélopées, ce sont des petites abeilles qui, alors un peu comme les chalicodomes, construisent leur nid avec de la terre, mais à la différence des chalicodomes, ils ne font pas de mortier, ils ne mélangent pas plusieurs ingrédients pour faire quelque chose de très solide. Le nid du pélopée est un nid très friable. Et donc les pélopées construisent leur nid dans les maisons et de préférence dans les âtres, dans les conduits, dans les cheminées, quoi, dans les cheminées ouvertes. Alors le pélopée nourrit sa progéniture avec des petites araignées. Donc il capture une araignée, il la met dans le nid en terre qu'il a constitué, il pond sa larve sur l'araignée et il ferme, et puis il fait comme ça plusieurs cellules dans un même nid. Donc Fabre va faire plusieurs expériences avec les pélopées, en vidant les nids, etc. Et puis il va aller jusqu'à détériorer le nid lui-même, casser la structure, et alors que le pélopée, quand il est en phase de construction, est très méticuleux dans l'intégrité que doit avoir le nid qui recevra sa progéniture, et bien quand il était en phase de finition, en phase d'obturation, il se contente d'obturer le nid en le laissant complètement dégradé. Et Fabre va finir par complètement détruire le nid, ce qui fait qu'à la fin, dans ce qu'il raconte, il ne reste plus qu'un petit peu une trace de terre sur le mur de la maison, et le pélopée continue à venir crépir, mettre un peu de terre à l'ancien emplacement de son nid, alors qu'il n'y a absolument plus rien. Bon, voilà quelques exemples de choses qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, notamment avec la manière de compter de Fabre. Alors avant de finir, quelques mots par rapport à la fin de sa vie. Donc vers la fin de sa vie, Fabre va devenir vraiment célèbre, reconnu, et il va sortir de la misère noire dans laquelle il a vécu une bonne partie de son existence. Alors, il va avoir beaucoup d'honneurs. Par exemple, il reçoit un prix de l'Académie française. Il reçoit la Légion d'honneur. Le président Poincaré, donc le président du Conseil, fait arrêter son train en pleine campagne, descend du train et va rendre visite à Fabre pour lui témoigner de toute son estime. Fabre sera aussi proposé au prix Nobel de littérature, mais il ne l'aura, je crois que c'est en 1912, mais il ne l'aura pas. Bon, pourtant, tout cela n'empêche pas que les attaques ne cessent pas de la part des institutions académiques. Après la mort de Fabre, donc il décède en 1915, ça continuera de manière assez systématique. Donc un certain nombre d'universitaires diront que Fabre a beaucoup inventé, qu'il a fabulé beaucoup de choses, que c'est un bon conteur, mais que ses observations étaient imprécises, qu'il raconte un peu n'importe quoi, etc. Et ce n'est vraiment que à partir du milieu du XXe siècle qu'on refera des expériences, qu'on refera beaucoup de choses, on recommencera des choses qu'il a faites, qu'il a parfaitement décrites, et qu'on s'apercevra là vraiment de l'extrême précision de ses observations, et de l'incroyable travail qu'il a accompli dans la connaissance des mœurs des insectes. Alors, pour la petite histoire, Fabre est très populaire en Extrême-Orient aujourd'hui, notamment au Japon, peut-être parce que sa manière de regarder la nature et sa manière presque de vénérer la nature
est très proche de l'attitude de la religion shintoïste. Donc voilà, nous avons un représentant de plus très connu au Japon. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour aujourd'hui. Donc je vais arrêter le partage de cet écran et je vais maintenant aller voir ce que vous avez pu inscrire dans le chat si jamais vous aviez inscrit quelque chose. Non, je vois que ça a l'air d'être vide. Donc si vous avez des questions, des réactions, je suis prêt à essayer d'y répondre. Donc, soit vous utilisez le chat, soit si vraiment vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez, mais une personne à la fois de préférence, ouvrir votre micro en cliquant sur l'icône du micro. Ah, je vois un premier mot de Patrick. Merci Patrick. Donc sinon, je voulais vous dire que... Ah, je vois une question. Peut-on visiter sa maison? Oui. Alors en ce moment, Covid, avec cette crise, je ne sais pas. Je suppose que non, parce que c'est un musée. Sa maison de l'Armas à Sérignan a été transformée en musée. Donc en temps normal, oui, bien sûr, on peut visiter sa maison. Et j'ai une de mes amies qui l'a visitée à la suite d'ailleurs de la... Je lui ai offert les mémoires de Fabre et du coup, elle est allée visiter sa maison. Alors, je voulais vous dire également, donc, alors si ça fonctionne, j'espère bien que ça va fonctionner. Donc, j'ai normalement enregistré cette conférence et donc elle sera disponible sur YouTube à une adresse que l'UTL vous communiquera. Donc, pas forcément pour vous qui avez assisté à cette conférence, mais peut-être que vous connaissez des personnes qui seraient intéressées et qui ne pouvaient pas se rendre libres aujourd'hui. Donc, il y aura un replay possible, si j'ose dire. Alors, j'ai une question. Parmi les espèces observées par Fabre, sait-on si certaines ont disparu? Alors, là, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais ce que j'ai entendu dire dans les médias, comme tout le monde, c'est que nous vivons en ce moment la 6e extinction de masse et je crois que les insectes en sont la principale victime. C'est-à-dire qu'il y a une extinction de masse absolument catastrophique chez les insectes. Donc je crains fort que de nombreuses espèces observées par Fabre aient déjà disparu. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, bon, je reste au cas où. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à cette conférence. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de partager ce bonheur de lire Fabre et sa littérature. Le cas échéant, n'hésitez pas à jeter un œil sur ces livres. C'est merveilleux. Bonjour. Ah. Donc nous avons une hypothèse citée par Patrick pour expliquer l'art de la larve du sphex. Donc il y a eu la chance d'être tiré au sort de la sélection parmi des millions d'autres qui ont échoué. Peut-être, oui. C'est vrai qu'il y a un côté vertigineux dans
dans l'extraordinaire précision de ce mode opératoire et la probabilité tellement faible que ça se produise complètement au hasard. Enfin, c'est assez vertigineux. Bon, pour moi, j'ai du mal à me représenter ce genre de choses. Très bien, bah, s'il n'y a plus d'autres questions ou commentaires, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis donc bah, vous devriez recevoir, si tout se passe bien, un lien vers l'enregistrement de la conférence. Eh bien, Philippe, merci infiniment. Et puis, bravo pour la réalisation technique qui a été parfaite. Ah bah tant mieux, parce que c'était pas gagné. J'avoue que j'ai assisté à une vidéoconférence il y a quelques temps. C'était absolument catastrophique. On n'entendait rien, ça hurlait de partout, les micros chantaient de partout. Voilà. Et donc là, il y a une très bonne discipline. C'est super. Voilà. Et j'espère que tu as compris pourquoi j'ai mis un nœud papillon. Oui. En tout cas, merci encore. Qu'est-ce que tu dis ? Très bien, bah, je vais arrêter l'enregistrement de la conférence.